Iconoclast est un YouTuber prolifique, extrêmement qualitatif. Il a fait un appel à une espèce de foire aux questions sur Twitter autour des questions qui gravitaient, on va dire, autour de YouTube. Il a répondu à beaucoup d'entre elles et il a une vision extrêmement pertinente et intéressante sur l'algorithme de YouTube, sur le YouTube Game, mais également sur comment fonctionne à peu près YouTube. Bref, il lève le rideau sur pas mal de choses, ainsi que sur la monétisation, combien sa chaîne lui rapporte. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue statistique et d'un point de vue tout simplement de son point de vue au niveau de YouTube. Et on va en faire le tour de tout ça. Alors, avant d'attaquer, Iconoclast, si vous normalement vous le connaissez, avec une chaîne à 530 000 abonnés, ancien du collectif Trash, il fait 1 600 000 en moyenne, entre 1 et 2 millions de vues par mois, des vidéos extrêmement qualitatives que je vous invite à regarder, et vous allez voir aussi dans son thread, il explique que oui, il est enfermé dans un format que il ne peut pas en sortir avec autant de liberté. Vous allez voir, le thread est très pertinent aussi. Pour ceux qui se rappellent, Iconoclast faisait partie de Trash, le fameux collectif Trash qui avait implosé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ou tout juste 2 ans. Et au final, on s'est dit, c'est la mort de Trash, RIP Trash. Tout le monde a quitté Trash. Il y a eu je sais pas combien de vidéos, souvenez-vous, je quitte Trash. On avait fait même 3 ou 4 vidéos à ce sujet à l'époque. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va rester de Trash? Même David et Laetitia Hallyday n'ont rien eu. Je sais pas s'il est encore d'actualité cette référence, mais bref. Et au final, Trash, c'est 2,40 millions d'abonnés. Ils font 7 millions de vues. Et au final, quand tu regardes les stats de l'énorme secousse tremblement de terre qu'il y a eu à l'époque, il est là. Vous voyez là, ils étaient à 1,7 million d'abonnés. 1,790 millions d'abonnés. Il y a eu le drama Trash. Bim, 1 750 000 abonnés. Ils ont perdu 40 000 abonnés. Puis finalement, ça va très bien pour eux. Donc un buzz, même une explosion n'est pas forcément la fin d'une chaîne. C'est d'ailleurs, je me suis toujours demandé, les Voxmakers ont explosé, mais rien ne les empêchait de continuer quand même. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué, mine de rien, de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, ça c'est une autre histoire. Iconoclast a fait ceci. Vas-y, c'est certainement le moment, posez-moi vos questions sur YouTube, les vues, les pubs, la thune, tout ce qui vous passe par la tête, j'y répondrai dans 99% des cas avec mon thread, à l'exception de la vie privée et clause de non-divulgation, évidemment. Allez, go dérouler le thread, on va y aller au fil des questions posées, ce sera plus simple pour m'y retrouver. Déjà, pour le contexte, si jamais tu passes par là et que tu ne me connais pas, moi c'est Ico, je fais des vidéos avec le thème du jeu vidéo. Allez découvrir sa chaîne, c'est vraiment cool. Je réalise des vidéos depuis 2015, je bosse beaucoup et j'ai percé grâce à Trash. Ça sert à rien de le nier, c'est écrit, il n'y a pas à tourner autour du pot, j'en serais pas là sans eux. On rentre dans l'art. Quelqu'un qui lui pose la question, je me demande depuis un moment quel est le tarif à peu près des OPSP, des opérations commerciales en début de vidéo, et si c'est quelque chose qui se négocie sur plusieurs vidéos ou que vous revoyez à chaque fois. On rentre dans l'art, les tarifs des OP. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, c'est contractuellement interdit de le donner, pas parce que je veux pas, mais parce que ça varie. Et surtout, qui, quoi, combien de temps, c'est extrêmement variable. C'est surtout un chiffre très personnel dans la mesure où c'est lié à la thématique de la chaîne, ici c'est du gaming, ça paye en général moins que de la tech ou du lifestyle, 530 000 abonnés, moins qu'un plus gros, un Obvious, une vidéo par semaine qui fait entre 150 et 200 000 vues. Du coup, dans mon cas, une intégration pub en début de vidéo, c'est entre 2000 et 3000 euros. Parce qu'au final, ça peut paraître beaucoup comme ça quand on n'a pas l'habitude, mais c'est ridicule. Quand vous voyez les youtubeurs qui balancent ces spots de pub et comparé aux tarifs que ce spot de pub coûterait sur une chaîne de télé, c'est de la folie furieuse. Et sur une chaîne de télé, ça passe que quelques semaines, ou quelques jours, ou quelques semaines. Là, ça reste sur la vidéo ad vitam. Donc, il profite aussi énormément, et d'ailleurs j'avais fait ma première OPSP, on reviendra dessus plus en détail dans une prochaine vidéo bilan, vous allez voir c'est extrêmement intéressant aussi. Il n'y a pas de standard dans la mesure où personne ne connaît les tarots de personne. Je parle pas à beaucoup de youtubeurs et les publicitaires jouent avec le fait que tu n'y connais rien, tu te fais baiser. Moi j'ai de la chance, j'ai une agence qui s'occupe de négocier.
Pour la censure de YouTube, alors là on lui dit pourquoi YouTube casse les bonbons à JDG pour censurer des pixels, mais qu'en même temps tu trouves des vidéos de ce genre, non censurées. J'ai rajouté le Mars et le Bruno. C'est bien qu'il ait rajouté le Mars. Ah, et le Bruno pour faire Bruno Mars, d'accord, ok. Pour la censure de YouTube, je n'en sais pas plus que les autres, je suis pas chez YouTube, mais j'ai des hypothèses. 2 hypothèses qui se recroisent. Le robot YouTube, je vais zoomer un peu plus que vous voyez mieux. Est-ce que vous voyez mieux? Merci. 2 hypothèses se croisent. Le robot YouTube est très très con. Et les personnes qui font ça sont très très malignes pour l'esquiver. Les gros YouTubeurs doivent avoir leur modo humain attitré qui peut les blairer ou non et faire du zèle. En gros, pour moi, on sous-évalue chez YouTube la portée des chaînes à caractère sexuel parce que le robot ne voit rien quand les modos humains appliquent le peu de pouvoir qu'on leur donne pour se sentir exister. Ouais, la psychologie du petit chef, tout ça. Ma répartition des revenus pour la société, c'est au pif environ 33% de pub YouTube, 65% de sponsors, 2% de financement participatif. Pas ou plus de merchandising, pas de sources externes, pas encore, d'autres projets. C'est très intéressant de savoir que c'est 65% de sponsors, donc d'OPSP, de tout ce qu'il y a autour, et que, la rémunération YouTube n'est que de 33%, un tiers. Quel pourcentage te rapporte chaque source de revenus sur les bénéfices totaux? C'est pas que je n'en veux pas, c'est qu'on est focus sur la vidéo et que c'est difficile d'en dégager pour faire un truc qu'on ne maîtrise pas. Le problème avec le revenu YouTube, c'est que c'est extrêmement variable. Là où une OPSP, c'est le tarif qu'on t'a indiqué, tout simplement. Donc c'est beaucoup plus stable. Mes revenus pub, pour le dernier mois, j'ai toujours une très bonne monétisation comparée à certains collègues, pas d'explication du pourquoi, mais encore quelques hypothèses. Ce qui est fou, effectivement, il a une excellente monétisation parce qu'il dégage 4000 €, un peu plus de 4000 € pour 1,5 million de vues. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Il est dans une bonne base dans YouTube. Alors, ça peut s'expliquer par plusieurs choses aussi, parce que ces vidéos sont très qualitatives, elles sont assez longues, c'est toujours aux alentours de 20 minutes, 25 minutes, donc il y a pas mal de pubs qui peuvent coûter cher dedans, qui peuvent s'insérer. Aussi, les sujets sont extrêmement bien traités, et t'es généralement happé du début à la fin sur la vidéo, et donc tu restes jusqu'à la fin, et donc tu te tapes toutes les pubs. Quand tu fais des vidéos courtes ou quand tu fais des vidéos longues et que tout le monde se barre au bout d'une minute, forcément, la vidéo rapporte moins. Ce qui est intéressant, c'est que... alors, vous pouvez aller sur pour aller plus en détail, on va pas faire le truc en détail, mais pour aller plus en détail, vous pouvez aller sur la vidéo bilan que j'avais fait l'année dernière, pour voir vraiment le truc en détail, mais ce qui est assez intéressant, voilà, moi je suis à 4 millions de vues pour 6000 €, 6600 € sur ce mois-ci. Mais ça peut aller tellement du simple au double, c'est de la folie furieuse. C'est vraiment de la folie furieuse. Alors, en décembre, j'étais à 8000 €. Je crois que si j'ai pas de conneries, j'étais à 5 millions de vues. Et du coup, ça peut varier, en fonction du même nombre de vues, tu peux perdre des milliers d'euros, tu peux en gagner de plus. C'est vraiment extrêmement variable. Mais d'être à 4000 € avec seulement 1,5 million de vues, c'est beau gosse. C'est beau gosse et c'est extrêmement rare. Vidéo de 25 à 30 minutes égale 2 coupures de pub, voire plus. Il peut y en avoir plus. Watch time correct et conséquences qui valorisent la pub. Beaucoup de vues provenant des Smart TV qui ne bloquent plus les pubs. Oui, on en vit, on est 4 à temps plein, et ça c'est fou, ils sont 4 à temps plein, les 3 employés sont en CDI, je ne dirai rien de leur salaire, ça les regarde. Patreon c'est, j'arrondis, c'est 200 € par mois, j'espère le faire grossir pour diversifier les sources de revenus, mais ça prend son temps. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est donc à 4000 €, on va arrondir, là c'est, je sais pas c'était quel mois, il avait fait une pointe à 7500 €. Après, il a eu un mois très vide à 2500 €. Les mois de février sont généralement très très vides. En moyenne, on peut arrondir à 4000 €. 3000, 4000 € par mois de revenus publicitaires sur YouTube. Ce qu'il a dit que ça lui rapporte 33%. Donc, il est à peu près à 12 000 €, 10 000, 12 000 € par mois de revenus avec les OPSP. Et ce qui tourne autour. Et du coup, forcément, peut se permettre d'avoir 3 employés. Ce qui est cool d'ailleurs. C'est là qu'on se rend pas compte, en fait, c'est ça qui est très intéressant avec de la transparence autour des influenceurs, autour des vidéastes et ce genre de choses, c'est qu'on se rend compte de tout le business et de tout ce que ça implique derrière. Ça désacralise, ça lève le voile et ça lève le côté un peu brumeux où on comprend pas grand chose. Mais au final, il y a beaucoup de sous, mais au final, il y a aussi beaucoup de sous qui sont dépensés dans la production des vidéos.
J'en étais où? Parce que pour mon cas personnel, on va dire c'est à 98% YouTube, et peut-être 2% du reste. Et c'est aussi un mauvais truc, c'est-à-dire que l'idéal c'est de séparer les revenus, que ça revienne un peu de Twitch, que ça revienne un peu de Tipeee, que ça revienne un peu des sponsors, que ça revienne un peu de YouTube, parce que s'il y en a un qui saute, il y a un peu les autres, ou un qui sous-performe, il y a un peu les autres qui peuvent remplir les trous. Et d'avoir que quasiment 100% d'un seul type de revenu, ça peut être très dangereux. Après, moi, j'ai pas d'employé, donc au pire, ça touchera que moi. J'en étais où? Et en plus de ça, moi je bosse dans la vie privée. Iconoclast, je pense qu'il bosse sur YouTube, il bosse pas dans la vie privée. Après, je sais pas, j'ai pas suivi jusque-là. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que le mois où il fait 50 balles, c'est un frère, quoi. J'en étais où? Oui, on en vit. On est 4 à temps plein, c'est ce que j'ai lu. Pour les restrictions OP, ça dépend des annonceurs. Encore une fois, des fois ça passe comme une lettre à la poste, des fois c'est très pénible. Certains réclament jusqu'à créer une vidéo en lien avec la sponsor, faut choisir en fonction. Mais la plupart sont très chill en vrai. Après, vu que c'est pas moi qui négocie, je vous avoue le prendre à la cool. La pub est plus rémunératrice dans mon cas. Attention, je ne propose aucun contenu exclusif aux membres qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, donc ça peut aussi fausser le résultat. Donc là, on voit les revenus publicitaires estimés, 3600 €, les revenus YouTube Premium, 600 €. C'est très intéressant ceux qui sont abonnés à YouTube Premium, moi je suis abonné à YouTube Premium, ça enlève les pubs déjà, c'est cool, et ça permet la lecture en tâche de fond des vidéos. Après, t'as YouTube Musique, mais moi j'ai Spotify, je préfère Spotify de ce côté-là. L'abonnement est cher de YouTube Premium, on est d'accord que l'abonnement est beaucoup trop cher pour ce qu'il fait, mais c'est de l'ergonomie en fait. C'est vraiment de l'ergonomie que tu gagnes. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que même tes YouTube Premium, ça permet de rémunérer les vidéastes que tu regardes. Même si des pubs s'affichent pas. Et les revenus de transaction, c'est ceux qui se sont abonnés à sa chaîne. Il y a 8 personnes, il y a 8 € d'abonnement à sa chaîne, qui sont abonnés payants à sa chaîne. Et moi, je dois être à 20 balles, je crois. 20 ou 30 balles, je crois. Il y a 5 ou 6 abonnés. Quelque chose comme ça. La question de l'algorithme, pas de chichi, je vais être honnête, la vérité, c'est que personne ne sait. Encore une fois, on ne peut émettre que des hypothèses sur le fonctionnement du sacro-saint algorithme. Je vais vous donner les miennes. Alors, il répond à quelqu'un, mais je pense que cette personne m'a bloqué. Mais si j'ouvre en navigation privée, la question c'était... J'arrive pas à la lire. Putain. Est-ce que l'algorithme... arrête, t'es sérieux? Est-ce que l'algorithme est vraiment pénalisant pour un créateur de contenu qui ne fait pas de vidéos par jour? Ah oui, c'est très intéressant comme question. Est-ce que l'algorithme est vraiment pénalisant pour un créateur de contenu qui ne fait pas une vidéo par jour? C'est très intéressant comme question. 1. Oui, YouTube a un algorithme qui pousse plus ou moins le contenu sur sa plateforme et qui dépend des tendances du moment, format, style, code couleur, mots-clés, on sait pas, de la longueur de la vidéo, ou plus exactement du watch time. Plus la vidéo est longue, meilleur est le watch time. Cette mécanique est très con, mais c'est comme ça. De la fameuse note cachée de la chaîne qui va créer des facilités dans la mise en avant. Mais oui, le travail sur le sujet, le titre, la miniature et le contenu même de la vidéo va jouer quoi qu'on en pense. Une vidéo consacrée au micro-ordinateur a moins de chances de percer qu'une sur Elden Ring au mois de mars. C'est un fait. La régularité aussi, pour moi, c'est sur la mise en avant. Mais attention, pas la régularité dans le sens où vous l'entendez de faire 1 à 2 vidéos par jour. Créer des rendez-vous, ça marche mieux. Le système de rendez-vous marche beaucoup mieux. Si le rythme c'est une vidéo tous les 2 mois, il faut le maintenir. Et pas faire le yo-yo. C'est surtout ça. Les gens n'aiment pas le yo-yo et l'algorithme... En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut se dire, oui mais moi je consomme pas comme ça. Mais c'est toujours pareil quand tu regardes en microscopie... Chacun est vraiment maître de tous ses actes et de toutes ses actions, et chacun est totalement différent. Mais en macroscopie, si tu dézoomes un peu, en macroscopie, c'est vraiment juste des effets de foule, et la grosse majorité permet de dégager ce genre de truc. Et donc du coup, d'avoir une régularité, c'est extrêmement important. Et surtout, un vrai fil rouge. C'est-à-dire que si tu te lances à faire un live, mais qu'il n'y a pas de programme, si tu genre juste un live à la chill comme ça va peut-être intéresser une fois ou deux, et après,
C'est ça qui est aussi important, c'est de faire un live, mais d'avoir toujours un espèce de ligne éditoriale, de fil éditorial, de contenu qui est très intéressant, qui crée le rendez-vous. Il faut que le rendez-vous soit vraiment créé et qui donne envie. Là où, par exemple, Dany et Raz sont très très doués parce qu'ils ont trouvé une formule extrêmement intéressante. Quand ils lancent leur live tous les 2 jours, ça donne un rendez-vous tous les 2 jours. À chaque fois, ils regardent le vu, qui est une espèce de zapping, qui commente dessus, puis après ils regardent un peu les divers news qu'il y a eu dans la semaine, et puis ils commentent dessus. Bon, en gros, ils font un peu ce que moi je fais en vidéo sur YouTube, mais ils le font en live tous les 2 jours. Et c'est ce rendez-vous qui fait que les gens ont pris l'habitude et reviennent par habitude. 4. Et je crois que c'est le plus important. Ah non, oui c'est ça. La chance. C'est dur de le reconnaître. Parce qu'on aime bien se construire une success story, mais j'ai juste eu plus de chance que la personne qui fait pareil que moi, voire mieux, et qui ne s'en sort pas. Et ça, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... La méritocratie, oui, mais c'est pas ce qui marche à chaque fois. Hein. C'est ça, non. Il y a tellement de chaînes monstrueuses, incroyables sur YouTube, qui des fois ont juste quelques milliers d'abonnés. Tu te dis mais pourquoi elle a pas des centaines de milliers d'abonnés tellement c'est qualitatif. Et moi, ma chaîne, c'est pareil. Ma chaîne, elle a 13 ans. Elle a explosé qu'il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais, enfin. Je l'ai pas planifié cette explosion. Elle s'est passée, un gros coup de bol. C'est juste, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est triste et fou en même temps parce que tu te dis c'est pas possible. C'est ce qui est dommage, c'est que tu sais pas. Tu vois par exemple The Reg, je prends au pif les dernières vidéos que j'ai regardées. The Reg qui est Salut les gens, une chaîne monstrueuse mais qui a que 40 000 abonnés. Tu dis c'est pas possible qu'il ait que 40 000 abonnés. Sakaru, j'ai dévoré toute sa chaîne. C'est une des meilleures découvertes que j'ai eues récemment et il a 38 000 abonnés. Il mérite tellement plus. Et encore, on va dire au-dessus de 30 000 abonnés, ça commence à être des chaînes qui vivent, on va dire. Mais il y en a, ils ont beaucoup moins. Et c'est une tristesse absolue. Et c'est dur aussi. Parce que moi, à la limite, c'est pareil. Moi, je m'assois, j'ai ma vie à côté et je fais pas de montage. Mais quand tu vois des gens qui passent des centaines d'heures de montage et que la vidéo fait que quelques milliers de vues, tu peux comprendre que ça les fait chier, tu peux comprendre que ça les énerve, tu peux comprendre aussi que ça les dégoûte. C'est totalement entendable. Et malheureusement, à part une mise en avant de temps en temps, ou un gros coup de chance, tu sais pas pourquoi, l'algorithme il va se prendre les pieds dans le tapis, on l'a déjà vu avec... je crois que c'était Monstre de Film. Pareil, une petite chaîne qui avait quelques milliers d'abonnés, et d'un coup, il y a une vidéo, je sais pas pourquoi elle s'est pris les pieds dans le tapis, ils ont fait plusieurs dizaines de milliers de vues, et la chaîne, elle a un petit peu explosé, et là, ils ont une bonne vitesse de croisière, et je suis tellement content pour eux, c'est une excellente chaîne, Monstre de Film. Mais pour 1 ou 2 chaînes qui réussissent, il y en a, il faut se dire, il y en a des centaines dont on n'en a jamais entendu parler et qui méritent cette mise en avant. Et c'est pour ça, ce qu'il faut arrêter aussi, c'est... Alors, je dévie du trade, mais c'est très intéressant. Je peux pas vous laisser dire « Ouais, mais YouTube, c'est que de la merde, il y a que de la merde sur YouTube. » Des fois, ça demande un peu de temps. Mais si vous creusez un peu, vous trouverez forcément de la qualité, vous trouverez forcément des youtubeurs qui méritent le coup d'œil, vous trouverez forcément des choses qui vous intéressent. C'est obligé. YouTube est tellement vaste, c'est obligé que vous trouviez quelque chose. Après, ça tient qu'à vous de phagocyter l'algorithme YouTube, de partager sur les réseaux sociaux, et plutôt que de se plaindre de telle ou telle personne et du coup de lui faire du buzz ou du bad buzz, allez faire du buzz et du bad buzz sur ces tout petits vidéastes. Enfin, pas du bad buzz, mais allez, que vous voulez mettre en avant. C'est eux qu'il faut partager. Évidemment. Bref, reprenons. À partir de quel stade de la chaîne tu en as fait ton boulot à plein temps? Pas vraiment de palier pour tout le monde, à partir du moment où j'ai eu de quoi payer mon loyer et de la bouffe de manière régulière. À l'époque, c'était autour de 800 € par mois, je crois. À 800 € par mois, moi je vis pas. Je peux pas. T'imagines? Alors, Iconoclast, je sais pas s'il est marié, je crois pas qu'il a des gamins. Mais après, quand il a commencé, il était à 800 €. T'imagines, gamin plus deux gamins plus une femme, c'est que ça s'use pas mal tout ça. Plein d'argent. Ouais, le compte en banque, il part très vite.
plein de sujets, ouais, genre sur des jeux de gestion. Alors la question c'était, est-ce qu'à l'instar du JDG avec Avatar, il y a des choses que tu apprécies, dont tu aimerais parler, mais que tu n'abordes pas parce qu'il n'y a pas de format dédié ou que ça sort du cadre habituel de ta chaîne. Plein de sujets, ouais, genre sur des jeux de gestion ou des trucs rétro. Je sais qu'avec le public présent, ça n'intéressera qu'une minorité et peut vite devenir dangereux pour la santé de la chaîne si j'en fais trop souvent. Et ça c'est pareil, quand t'as ton groupe de personnes qui sont habituées, de manière macroscopique, au moment où tu vas changer ta formule, ton format, ça va casser tout l'algorithme. Et si YouTube casse l'algorithme, il remettra moins en avant la prochaine vidéo, même si elle est dans le format habituel. Et donc du coup, tu te retrouves emprisonné dans un format. Tu touches plus à rien. T'es là, si j'enlève un Jenga, il y a tout qui s'effondre. C'est probablement du gouroutisme, mais j'ai tendance à penser que YouTube fait du combo. Une vidéo fonctionne, la prochaine sera mise en avant. Si elle fonctionne aussi, on continue un peu plus. Au moindre bide, tu perds ton combo. Alors moi ça je l'ai vu, tout simplement, cette histoire de combo j'en avais déjà parlé, souvenez-vous, dans qu'on avait dit le P-Score, c'était YouTube pris en flag. Si je mets flag, je devrais tomber dessus. YouTube pris en flag, non. Non, c'était pas ça? Merde. Ah oui, c'était bot YouTube. C'est ça. Cette vidéo aussi, je vous invite à la regarder, je la mets dans la description. Je vous montre une manifestation physique et en direct du bot de YouTube qui démonétise et monétise en temps réel une vidéo en fonction des mots-clés utilisés. Et on découvre que désormais l'utilisation de certains blablabla. Et en fait, ce qui est arrivé, et ça on l'a déjà vu plein de fois, mais ce qui est arrivé juste après cette vidéo, regardez, si je vous montre mes stats vite fait, regardez. Au niveau des vues sur les dernières vidéos, je fais 40 000 vues, 38 000 vues, 48 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, 100 000 vues, 40 000 vues, 60 000... On va dire en moyenne 40 000 vues. 30 000 vues, 40 000 vues par vidéo. Juste après celle-ci, Miss France, j'ai fait un petit montage le matin, mais malheureusement j'ai mis un extrait de Lina, beaucoup trop long. Le bot est bloqué dans tous les pays. Je suis oh putain, vous cassez les couilles. Je l'ai supprimé parce que c'était impossible de faire passer la vidéo, c'était impossible, mais du coup je me suis mangé un droit d'auteur, la vidéo était démonétisée, et du coup, la prochaine vidéo que j'ai sortie, l'algorithme était pété. J'ai fait, entre guillemets, que 15 000 vues, et la suivante j'ai fait, entre guillemets, que 9 000 vues, que 10 000 vues. L'algorithme est grippé. Parce qu'en plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, je me suis battu avec celle-ci pour éviter qu'elle soit démonétisée, avec les histoires de mots-clés que je vous explique à cet endroit-là, dans cette vidéo-ci. Et ça aussi, ça nique le combo. Ce combo, je vous le rappelle, il est invisible. On n'a aucune idée. Il devrait être visible. On devrait avoir accès à ce combo, on devrait avoir accès à notre note, on devrait savoir tout ça. Et c'est cette vidéo-ci qui en parle le mieux, je vous invite à regarder. P-Score, comment YouTube a noté les chaînes des créateurs de Sylvequin. C'est juste, c'est ça. C'est exactement ça, sauf qu'on n'a pas accès à ça. Et je vous montre aussi dans la vidéo sur le bot YouTube comment fonctionne le bot YouTube en direct, mais pareil, il te prévient pas ce qui pose problème. S'il prévenait ce qui posait problème, on pourrait mieux appréhender. Ce qu'il faut aussi... et ça, c'est qu'un échantillon de l'iceberg de comment marche l'algorithme, ou de comment on pense que marche l'algorithme. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que YouTube, quand t'es abonné à quelqu'un, très souvent on dit « Pourquoi j'ai pas eu la notification ?» Pourquoi moi j'ai pas eu la notification. YouTube ne notifie que 3 vidéos maximum par jour. Les autres, il les notifie plus, ou très 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 peu. Et au-delà de ça, ce qui est aussi intéressant, t'as 180 000 abonnés, t'as 200 000, t'as 500 000 abonnés, YouTube va pas envoyer 500 000 mails ou 500 000 notifications. Il va envoyer des notifications à 10% de tes abonnés. Ces 10% des abonnés, ils vont regarder la vidéo et se disent bon, s'il y en a pas... Oh putain, ça a l'air intéressant. Si sur ces 10% d'abonnés, il y a un très fort pourcentage d'abonnés qui cliquent pour aller voir la vidéo, YouTube mettra en avant la vidéo à des inconnus. Si parmi tes propres abonnés, les gens ne cliquent pas sur la vidéo, YouTube dit ouais non mais ça intéresse même pas ses abonnés, on va pas le mettre en avant. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des vidéos qui sous-performent de mort, alors que peut-être si ça avait été mis aux yeux des inconnus, ça se trouve les inconnus ils auraient kiffé. Même si peut-être les premiers 10% de ta communauté n'ont pas aimé. Ce qu'il faut savoir c'est que une fois que les 10% ont commencé à cliquer, YouTube va renvoyer des notifs aux 10% suivants, aux 10% suivants, et ainsi de suite. Ça marche comme ça les notifications. Et du coup, au moindre bid, tu perds ton combo. Et tu dois tout refaire. Du coup, je fonctionne comme ça.
Les sujets risqués, j'en fais une fois tous les 1 ou 2 mois. J'essaie de caser des anecdotes sur des trucs obscurs dans des sujets moins risqués. Moi, c'est un peu l'inverse. Je fais un sujet pas risqué tous les 1 ou 2 mois, je fais que des sujets risqués non-stop. J'imagine que le AdSense rapporte beaucoup moins que ce que les gens pensent et que tu tires ton argent de plusieurs sources de revenus. Quelles sont-elles et combien est-ce que certaines peuvent rapporter? J'ai déjà plus ou moins répondu à la question des revenus, mais je voulais rebondir sur AdSense. En vrai, faites comme vous le sentez. J'entends que ça soit pénible. Après bon, c'est toujours compliqué dans la mesure où c'est une frange non négligeable de nos revenus. L'idéal serait d'avoir une solution miracle pour qu'on soit tous égaux sur nos chances de monétiser nos contenus sans passer par la pub. J'entends par là surtout que le financement participatif, c'est loin d'être un miracle et pas forcément non plus quelque chose que tout le monde veut. L'idée du Patreon me plaît, quelques bonus contre un soutien, le Ulule beaucoup moins. Je me permets une petite parenthèse. Je garde toujours en tête que le public n'est pas un et unique bloc. Il y a des gens qui sont là pour les tops, pour les icônes, pour les sujets rétro, pour les histoires et anecdotes, etc. Il y a des gens qui ne sont là que pour les bugs aussi. Bref, un public aux aspirations différentes et avec d'autres créateurs dans leur esprit. L'exercice périlleux est donc de prendre du plaisir, rassembler, contenter régulièrement les gens sur leurs attentes. Alors évidemment, il faut savoir aussi maîtriser du coup les attentes et savoir comment aborder certains sujets, savoir c'est de l'alchimie quoi, c'est de la cuisine. On est des cuistots quelque part. Quand une vidéo bide, je le prends toujours de cette façon. Je n'ai contenté qu'une frange partielle de la communauté sur la chaîne. C'est pas mauvais en soi parce que c'est important, mais le sujet intéresse moins. Je dirais c'est constant. Des fois j'y passe 1 heure, des fois 2 minutes. Je lis souvent, mais je rate aussi des trucs. En général, je supprime les insultes et les commentaires gratuits. À quel point la modération des... Ah oui, il répondait à la... C'est Géopardy, je mets la question après. À quel point la modération des commentaires sur la vidéo et les réseaux sociaux prend du temps, énergie? Est-ce que vous avez encore la possibilité et l'envie de lire le retour des gens? Il y en a un qui dit « Est-ce que tes formats et ta ligne édito sont en partie dictés par la nécessité de faire des vues ou de la thune? Ce serait hypocrite de ma part de vous affirmer le contraire. Surtout qu'ici il a 3 salariés derrière. Maintenant la réalité c'est aussi qu'on réfléchit beaucoup à toujours trouver le sujet qui nous plaise et vous plaise et s'autorisant de temps en temps de pur délire perso. C'est ça qui est fou aussi avec des chaînes comme Iconoclast, avec des chaînes comme Conquerax, j'aime beaucoup les vidéos de Conquerax. C'est comment ils font pour trouver des sujets non-stop pertinent, parce qu'au bout d'un moment, c'est ouf, c'est chaud. Moi, la différence, je peux pas me comparer eux, parce que moi, la différence, je suis tributaire de l'information, de ce qui se passe, on va dire, en termes de polémique et de chamaillerie et de drama. C'est-à-dire que s'il y a pas d'engueulade, moi, j'ai plus de taf. Ça s'arrête là-dessus. S'il y a des engueulades, j'ai du taf. Mais quand tu es vraiment dans une démarche plus créative, avec des sujets qui ne sont pas imputés à l'événementiel, on va dire, bah c'est plus compliqué déjà de trouver des sujets, des trucs intéressants qui vont intéresser. Alors évidemment, je suis sûr qu'il surfe également sur l'événementiel. Par exemple, quand il y a eu Elden Ring, il y a de grandes chances qu'il a fait une vidéo autour d'Elden Ring ou un truc qui s'en rapprochait. Évidemment, il faut faire ça. Il faut chatouiller les testicules de l'algorithme pour que tu fais une vidéo sur ce qui marche à ce moment, puis d'à côté, tu balances une vidéo un peu moins avec un peu moins de sex appeal, mais du coup, au moins, l'algorithme, il se dit « Oh putain, la dernière, elle a vachement bien marché, on va remettre celle-là en avant. » Et là, du coup, t'arrives avec une vidéo qui est plus mise en avant que l'accoutumée, pour un sujet moindre. Et c'est ça qui est aussi intéressant, de jouer avec ces codes-là. Et c'est là aussi, tu dois commencer à extrêmement bien réfléchir à ton planning, c'est-à-dire à quel moment tu mets une vidéo un peu putaclic, à quel moment tu mets une vidéo moins putaclic, à quel moment et c'est là que tu rentres dans le planning de quand sortir ta vidéo, à quelle heure, à quel jour, à quel moment. Sous prétexte que t'as pas un autre événement derrière et qui fait comme un raz-de-marée et qui invisibilise totalement ta vidéo. Et donc il répond. Ce serait hypocrite de ma part de vous affirmer le contraire. Maintenant, la réalité, c'est aussi qu'on réfléchit beaucoup à toujours trouver le sujet qui nous plaise et vous plaise, en s'autorisant de temps en temps des purs délires perso. En dehors de YouTube, vous faites quoi en tant qu'entreprise? Je sais que vous faites des podcasts aussi, mais j'ai peur de passer à côté de certaines choses. J'ai des trucs en tête pour le futur, mais pour le moment c'est 100% vidéo. Penses-tu que se lancer maintenant sur YouTube c'est plus simple ou plus dur qu'avant? Niveau notoriété, argent et l'évolution du contenu, genre entre gaming ou autre. Alors, Iconoclast dit « Je pense que c'est plus dur dans la mesure où il y a beaucoup plus de gens, faut réussir à sortir de la masse et c'est pas le plus facile. » Et je suis totalement d'accord avec lui. C'est beaucoup plus dur de se lancer maintenant.
Et la qualité est trop haute. La qualité, elle est 3 fois trop haute. Avant, tu te lançais, tu faisais un screener, tu faisais un vieux let's play dégueulasse, t'avais une vieille carte d'acquisition, le son était un peu dégueu, ça va. Maintenant, si t'as pas une qualité télé, limite, tu te fais insulter. Et les gens, ils ont oublié ça. Moi, le truc, c'est que, ce qui était drôle, c'est que, on va dire, avant que ma chaîne, avant que j'étais sous les 50 000 abonnés, 50-60 000 abonnés, j'avais beaucoup de commentaires du genre, ouais, c'est de la merde, tu fais pas de cut, tu faudrait dynamiser, le live ça marche pas, pourquoi tu fais ça, c'est nul. J'ai beaucoup moins de ce genre de commentaires maintenant que j'ai plus d'abonnés. Mais, et que peut-être que les gens se sont habitués aussi à mon format. Mais les gens au début, ils avaient énormément de mal à comprendre que moi, ce qui m'intéresse justement, c'était pas de faire de la qualité, c'était pas de faire des cuts, c'est pas de dynamiser. J'ai envie d'apporter ce truc sur YouTube qui manque pour moi, du naturel. Du naturel et... Tu vois ce petit blanc là, sans racisme, ce petit non racisé. Ça fait du bien. Une vidéo qui respire. Une vidéo où tu dis une phrase, le mec en face, il a le temps de la computer et t'enchaînes avec autre chose. Alors, Iconoclast fait un très bon équilibrage entre le dynamisme, les cuts et sa prosodie et sa façon de parler. Il y en a, t'as l'impression, et je soupçonne, je pense qu'ils font ça, le moindre petit blanc même dans la phrase, dans la même phrase, ils vont la surcuter, même les 0,1 dixième de seconde, ils vont la surcuter, du coup, ils vont augmenter le rythme. Ils vont mettre à 150% la vitesse de lecture pour parler encore plus vite. Ils vont enlever tous les blancs, même les points finaux. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus rien. Et au final, tu t'es mangé une vidéo de 8 minutes. T'as l'impression d'avoir vécu 25 minutes dans ta tête. Et au final, t'as rien retenu. C'est ridicule. Et sans parler du montage épileptique où ça zoome, où ça cut, où ça truc dans tous les sens. Et moi je supporte pas ça. J'ai vraiment du mal avec ce genre de contenu. C'est pour ça que j'aime bien mon genre de contenu, ou comme Lusty ou d'autres newsers. Putain, c'est posé, c'est chill, ça fait du bien. Est-ce que tu gagnes quand même de l'argent grâce à YouTube, donc hors sponsor Patreon, ou bien est-ce carrément négligeable ? Je me prends une rémunération de 2800 € par mois, pas un salaire, une rémunération. Mes cotisations sont calculées tous les 3 mois et non tous les mois, donc pas un salaire brut. Donc je pense que oui, je vis bien. Ce qui est pratique, c'est qu'en cas de coup dur, je baisse ma rémunération d'un mois sur l'autre pour éponger. Ce que j'ai fait en 2019-2020, où j'ai oscillé entre 0 et 1500 € par mois. C'est d'ailleurs à cause de ça que toutes les banques me refusent un prêt. Ça aussi, il faudrait que je vous raconte un jour. Quand j'ai ouvert mon auto-entreprise pour déclarer... parce que je commençais à gagner trop avec YouTube et donc je pouvais plus déclarer sur mes propres revenus, il fallait que j'ouvre une auto-entreprise. Et un compte professionnel à la banque postale. Expliquer à la banquière c'est quoi être vidéaste et comment on gagne de l'argent. Expliquer à l'expert comptable comment ça marche. Faudrait que je vous raconte ça, c'était une épopée. Je vis de YouTube depuis 7 ans maintenant, et 2 ans que ça marche suffisamment pour embaucher. C'est pas stable, mais il y a quoi de stable aujourd'hui ? Si demain tout s'effondre, j'aurais eu une activité pendant 7 ans. C'est pas rien, 7 ans, dans un CV. Surtout, des vidéastes professionnels comme Iconoclast, faut pas les mélanger avec des petits vidéastes amateurs derrière. C'est pas un mec au RSA, c'est pas un mec un Intel ou un truc comme ça. C'est un chef d'entreprise, monteur, vidéaste, audio, photo, script, écriture, bref, c'est des dizaines et des dizaines de métiers différents regroupés en un seul. C'est ça qu'on oublie souvent. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui disent « Ouais, c'est trop facile de faire une vidéo, c'est bon, elle est sur ligne et tu gagnes des milliers et des cents. » Et moi j'ai envie de dire « Faites-le. Faites-le, bordel de merde. Pourquoi vous vous cassez le cul à être dans la vie privée sur un boulot que vous aimez pas, du coup. Faites-le si c'est si simple. C'est ça le truc, faites-le. Après, il y a le choix de faire les deux. Moi, j'aime bien mon boulot dans la vie privée. Pour ceux qui savent pas, je suis administrateur, système et réseau. Mais, et YouTube, c'est que de la détente. Mais ça peut faire un complément de revenu
non négligeable. Et si vous pensez que c'est extrêmement simple, faites-le. C'est vraiment en testant que tu te rends compte. Moi, ça fait 13 ans. Ma chaîne YouTube existe depuis 2006. J'ai commencé à faire des vidéos en 2009. Oh non, c'est même plus que 13 ans maintenant, putain. Oh, la vache. J'ai presque plus de 4000 vidéos sur ma chaîne. C'est aussi une passion, une abnégation. C'est aussi un acharnement quelque part. Mais il y a aussi du talent. Je parle pas de moi, hein, mais il y a aussi beaucoup de talent et de versatilité, on va dire. Tu travailles sur un peu plein de choses, un peu plein de technologies différentes. Tu fais plein d'emplois en même temps. Ouais, quelqu'un lui dit, mais tu as des partenaires que tu regrettes. Oui, mais je ne peux pas vous dire quoi. Après, ce qui est cool, c'est que je négocie la durée de vie des OP pour les faire disparaître au bout d'un an. Ça, c'est commence à venir aussi, qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, bah, tu supprimes la pub. Ou alors, ils te redonnent un chèque. Ça commence à se démocratiser assez souvent. Quelqu'un qui dit, est-ce que tu comptes prendre des stagiaires alternants pour t'aider à l'écriture, tournage, montage, gestion des réseaux sociaux? Très bonne question. Pour le moment, je n'accepte que des stagiaires prêts à seulement faire de l'observation. Je ne les fais pas bosser, je leur préviens qu'en vrai, c'est pas marrant à observer. Non, c'est super chiant à observer. On y va crescendo en fait. Si on n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un, je peux pas inventer un salaire. Et bon, là, c'est encore un peu juste. Quelqu'un qui lui dit, on dit que les pubs rémunèrent mieux à Noël, est-ce que c'est vrai? Et si oui, c'est de l'ordre de combien de pourcents de plus par rapport à d'habitude? Alors dans mon cas, c'est pas forcément vrai, c'est couillon, mais c'est relativement stable toute l'année à quelques 2-3% près, mais je déteste la période de Noël. Alors, pour moi, par contre, Noël, c'est quasiment le double comparé à ce qu'il y a janvier-mars. Noël, c'est un truc de ouf. Et je pense, dans la grande majorité, Noël, ça surperforme comparé à ce qui se passe juste après. Littéralement, tout le monde semble se réveiller sur cette période et j'ai la sensation, je me trompe peut-être, que les spectatrices font une overdose de YouTube. Du coup, perso, je fais un peu moins de vues à Noël en général. Je préfère l'été. Clairement, alors, les sponsors RSL, ça paye bien. C'est quoi RSL? Clairement partie des plus sérieux du game, c'est pas pour rien que vous envoyez régulièrement sur YouTube. On aime... Red Shadow Legend, ok. Ils m'ont proposé... Bah, d'ailleurs, j'ai toujours refusé Red Shadow Legend. Ils m'ont proposé, je crois que le maximum qu'ils avaient proposé, c'était 2000 balles. Pour faire une intégration. 2000 balles. Ils m'ont proposé... peut-être une dizaine de fois. À chaque fois, j'ai refusé. J'ai dit toutes les OPSP, il y a pas... Mais Red Shadow Legend, je suis un putain de rétro gamer. Je kiffe le jeu vidéo. De faire la promotion d'une... putain lootbox et microtransactions, je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Même s'ils me balanceraient genre 10 000 balles, 20 000 balles. Non, juste non. Arrête Shadow Legend. Non. Par contre, j'ai toujours été correct en refusant. Je dis non, je peux pas. Je peux pas. Selon ma propre religion, ma conviction, je ne peux pas. C'est haram. C'est haram? C'est ça, un truc comme ça qu'ils disent, je crois. Donc, blablabla. Par contre, ils sont très pros, ils sont très gentils, ils sont très cool. Et ceux qui en font, je vais pas moi, c'est pour moi, j'ai pas besoin d'argent, je n'en vis pas de YouTube. Je vais pas aller ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas les reprocher à Iconoclast, à JDG ou n'importe qui de faire des sponsors Red Shadow Legend. Lui, c'est son taf YouTube. Il a des salariés. S'il peut prendre la maille de Red Shadow Legend pour faire vivre son entreprise, grand bien lui fasse. Moi, c'est ma conviction personnelle. C'est tout. C'est mon avis, c'est ma conviction personnelle. Je vais pas reprocher aux autres de le faire. On aime ou pas le jeu, mais pour moi, leur équipe de com est dans le haut du panier. Sur les tarifs, les demandes, les retours rapides. Ça, de ce côté-là, ils sont extrêmement professionnels et extrêmement gentils. J'ai toujours été correct avec eux également. YouTube m'a rien appris. Alors, comment YouTube t'a permis d'acquérir des compétences entrepreneuriales? YouTube m'a rien appris. Le Creator Studio, c'est un ramassis de platitudes à côté de la plaque. On est d'accord là-dessus. C'est ma comptable qui a été le meilleur support. Mille merci à elle. D'ailleurs, mon conseil aux créateurs, la comptable est votre meilleur ami. Trouvez une personne compétente et entendez-vous bien avec, parce que c'est un bordel sans nom, le monde de l'entreprise, que seule cette élite comprend. Ah ouais, moi je suis comptable de base. À la base, j'étais comptable. C'est tellement chiant que là j'ai payé mes impôts là et j'ai fait c'est bon, j'en ai marre. Je vais me prendre un expert comptable pour la prochaine fois parce que c'est extrêmement chiant. Tout seul, c'est pas possible. Enfin, d'avoir un taf à côté et... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça, un expert comptable, elle sera réglée. On est actuellement sur... alors, combien de temps pour réaliser une vidéo en général? On est actuellement sur 2 à 3 semaines de travail sur une vidéo. On fonctionne par roulement, ça tombe bien. On est 3 à écrire.
Alors pour ceux qui se demandent combien de semaines ça prend une de mes vidéos, là je suis à 39 minutes de vidéo, bah ça fait 39 minutes de travail. Après, je pense qu'avec le rythme infernal que j'avais avant, pas d'heure de coucher, pas de week-end, en 10 jours ce sera plié. Mais l'avantage d'une structure clean, c'est qu'on s'impose des heures et du temps libre. Des fois on déborde, je vais pas le cacher, mais rare parfois, mais rare par rapport à ce que je faisais il y a 3 ans. Perso, je trouve que ce côté aéré se ressent en vidéo. On a plus de temps pour réfléchir. Son trade est extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Et derrière, il y a Léo Techmaker qui dit un avis YouTube qui vous mettra dans cette situation. Hein, vous la connaissez cette vidéo. Et Léo Techmaker dit dernier qui va faire couler du sang. Adblock sur YouTube, c'est pareil que télécharger illégalement. On paye le service via pub quand on paye les autres via abonnement. Chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là à vous faire la morale, j'ai Brave, mais c'est du piratage. Et peu comprennent. Et là, Hugo Amisé Mr. Fox sort une dinguerie, Durandal répond, t'en racontes souvent des conneries comme ça, et ça part en drama. Mais comme disait le grand philosophe Conan, tout ceci, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à vous connaître l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, à partager sur les réseaux sociaux, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.